Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat en compagnie de Michel Geoffroy cette semaine. Bonjour Michel. Bonjour Floriane. On est ravis de vous retrouver sur le plateau d'Immédiat. Et puis ça tombe bien parce que vous aimez la géopolitique. On a évidemment l'actualité de la guerre en Iran que l'on va évoquer au programme de cette semaine. Nous reviendrons également aussi sur la dissuasion nucléaire qui est en cours de discussion avec Emmanuel Macron et ses partenaires européens. On n'oubliera pas aussi les pastilles de l'information et le portrait piquant comme à notre habitude. Je vous le rappelle, avant de démarrer, si vous voulez que Immédiat réussisse sa petite vie sur YouTube, eh bien, il est nécessaire de cliquer sur le pouce en l'air. Laisser un commentaire améliore aussi considérablement le référencement. Et puis, bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo. Vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne de TV Liberté. Et une fois que vous aurez fait tous ces gestes, eh bien, ma foi, nous sommes prêts. On commence. L'image de la semaine, Michel, c'est cet avion présidentiel qui se dirige vers l'île Longue et il est accompagné, c'est un peu une première, par 4 Rafales. À ses côtés, une photo assez extraordinaire qu'aura déployé quand même beaucoup de moyens pour faire de la communication. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce déplacement d'Emmanuel Macron pour aller discuter justement de la dissuasion nucléaire européenne à l'île Longue ? Il y a une belle scénarisation. C'est du théâtre. Hein. C'est très... effectivement, c'est assez extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de précédent. Je ne crois pas que des présidents de la République française aient fait ça. Avant, ils étaient en voiture et il y avait des motards. Mais là, c'est quand même une autre dimension. Bon, moi, je dirais que ça met un peu mal à l'aise. Ce souci je pense qu'Emmanuel Macron a une relation un peu pathologique à l'égard de l'armée. Hein. Peut-être que dans sa jeunesse, on n'a pas dû lui donner des petits soldats de plomb. Enfin, encore que j'ai vu que sur son bureau, il y avait des figurines napoléoniennes. Tout ça, il a fait quand même plein de choses. Hein. Vous souvenez-vous, il s'est déguisé. Il s'est déguisé, exactement. Hein. Il aime bien se déguiser. Il a décidé même d'inspecter tout seul les troupes, de passer en revue tout seul les troupes. Ce qui est contraire à toutes les traditions. En général, il y a toujours un officier, etc. Rappelez-vous ses propos de 2017 où il disait « Je suis votre chef ». Voilà. Donc il y a ça. Et puis alors il y a quand même une mise en scène un peu dramatique. Les chasseurs, alors je n'ai pas bien vu s'ils étaient armés ou pas. Non seulement il y a une sorte de relation particulière avec les armées, mais il y a aussi, on a l'impression qu'il y a une certaine relation avec la guerre. On a l'impression qu'il aime bien la guerre. Hein. Rappelez-vous, lors du Covid, nous sommes en guerre. On a l'impression que ça le démange. L'esprit français, ou du moins l'esprit d'Emmanuel Macron avec les armées. Place maintenant à notre dossier du jour. Le dossier du jour, il est bien sûr consacré à la guerre en Iran. Et vous allez voir, on nous refait un peu tout le narratif médiatique qu'on a pu observer déjà dans toutes les guerres au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a les gentils d'un côté, mais il y a aussi les méchants de l'autre. Il y a les peuples libérés, bien sûr, et puis les peuples libérateurs. Et finalement, en fait, moi, je me pose une question déjà, c'est que les médias, dans un premier temps, ne reprennent que les images qu'on leur donne. Je ne crois pas que nous ayons beaucoup d'envoyés spéciaux là-bas, en Iran. Ah oui, c'est le syndrome, je dirais, de la guerre du Golfe. Hein. C'est-à-dire que nous avons, notamment sur les plateaux télévisés, des tas d'experts qui parlent pendant des heures, mais en fait,
les images, c'est les images que le Pentagone veut bien donner, ou c'est les images que l'armée israélienne veut bien donner. Donc il n'y a pas vraiment de source totalement autonome. En plus, maintenant, comme les vols sont devenus de plus en plus difficiles, ça ne facilite pas le déplacement des journalistes. Donc c'est une manière de voir les choses au travers du prisme qu'on veut bien nous donner. Et je crois qu'effectivement, moi, ce qui me frappe beaucoup je pense qu'on va le voir, la façon dont les médias traitent cette affaire, cette guerre, c'est la technique classique du narratif applicable aux interventions américaines ou occidentales au Proche-Orient. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire l'ennemi, c'est le diable. Il a tous les défauts, c'est horrible, et donc, puisque c'est le diable, on a le droit de tout faire. Et nous, au contraire, nous sommes le camp du bien, et donc là, on mène une guerre juste. Voilà, c'est tout ça. Voir, ouais. Et on nous présente toujours, moi, c'est assez frappant, les seules images de pertes qu'on nous présente, c'est évidemment les pertes du camp du bien. On est beaucoup plus discret sur les pertes, notamment, bien sûr, de la population iranienne. Voilà. Alors, évidemment, on va s'intéresser aux termes que la presse emploie. On a l'Express qui parle de 50 ans de conflits inextricables. On a presque l'impression que ça devait se finir comme ça. On a beaucoup Le Figaro qui a parlé de frappes. Donc, il y a des Iraniens tués dans les frappes, des responsables iraniens tués dans les frappes, aussi des civils. C'est dans les frappes. Dans les frappes. C'est pas par les frappes. C'est pas par les frappes, Tout est dans la nuance. Le terme frappe est très révélateur. On ne veut pas utiliser le terme guerre, parce que le camp du bien ne fait pas la guerre. Il fait éventuellement des frappes, mais pas la guerre. Alors on a vu maintenant, les frappes ont quand même tendance à s'élargir, puisque maintenant, on coule, des sous-marins coulent, un sous-marin a coulé un bateau de guerre iranien. Là, c'est quand même un degré de frappe un peu... Alors on va me dire, la torpille, c'est une frappe, enfin bon... Bon, en tout cas, donc il y a les attaques, les frappes, mais personne n'aura employé le mot agression israélo-américaine vis-à-vis de l'Iran, en tout cas, les pays qui ont le droit de bombarder de toute façon. Et il y a cet article du Figaro qui est vraiment extraordinaire. Renseignement extraordinaire, précision redoutable, comment Israël a saisi l'opportunité unique d'assassiner Ramenai. Et là, je voudrais que vous fassiez un petit commentaire aussi, Michel. Sur cette belle opportunité d'assassiner Ramenai. Ce qui est assez frappant, c'est que les médias font de Khamenei une sorte de génie du mal, de dictateur. C'est un dictateur sanglant. Ouais, on a vu. Alors que, sauf erreur, il me semble que c'est une personnalité religieuse. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, en plus, c'est un dictateur qui a 86 ans. Bon, c'est quand même pas un tout jeune homme qui s'est manifestement pas caché, qui s'est plutôt même sacrifié, plus ou moins. Bon, donc il est évident que on banalise ça. C'est bien, c'est un méchant, donc c'était normal de le tuer. Bon, c'est un petit, pour l'ensemble de la population chiite, qui représente quand même aux alentours de 170 millions dans le monde de personnes, c'est pas vu comme ça, c'est vu comme une agression contre la religion, puisque c'est une personnalité religieuse. Donc vous voyez, les médias, tout ça c'est banalisé, mais c'est normal, puisque c'est un méchant, donc on a le droit de tout faire avec un méchant, on a le droit de tuer les gens, sans procès. C'est normal. C'est normal. Alors, puis on dit, mais vous savez, votre successeur, on le tuera aussi. Ouais. Ah bon ? C'est normal. Les médias trouvent ça normal. D'ailleurs, cette guerre, elle est décrite comme juste dans la presse. L'Express, pourquoi l'Europe doit s'impliquer en Iran ? Parce que ça y est, il faut y aller. Donc on devrait avoir un devoir moral d'aider les Iraniens à se libérer de la tyrannie. On a BHL, évidemment, dans Le Point, qui dit que la guerre en Iran est juste selon tous les critères de la guerre juste. Alors, est-ce que c'est juste une guerre ou une guerre juste, Michel ? Ça, le problème, ça c'est un vieux débat. C'est très dangereux, la notion de guerre juste. Parce que la notion de guerre juste signifie que le bien, jusqu'à présent, si vous voulez, dans la tradition européenne, la guerre est peut-être une calamité, mais c'est un mode normal. Et dans ces cas-là, on considère que les deux combattants, en général, il y en a deux,
chacun ont de bonnes raisons pour faire la guerre. Bon. Donc la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens. Bon. Dès lors qu'on commence à rentrer dans on commence à mettre un jugement moral, qu'on commence à considérer qu'il y a des guerres justes et donc des combattants injustes par définition, là nous commençons à entrer dans un monde différent où l'adversaire, c'est plus quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qu'il faut détruire parce qu'il incarne le mal. Hein. Et ça, c'est typiquement, ce concept est typiquement anglo-saxon. Hein. D'ailleurs, regardez les films américains. Dans les films américains, les méchants, à la fin, ils meurent toujours. Hein, si possible, dans une grande explosion. Bon, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon adversaire. L'adversaire, on doit le détruire. Il faut qu'il capitule sans condition. Il faut le détruire quand même, parce qu'on détruit le mal. On peut pas cohabiter avec le mal. C'est ça qu'il y a derrière ces thèmes. Mais bon, moi j'aime bien, je vous ai déjà dit, j'aime bien BHL parce que c'est la boussole qui indique le Sud. Quand il nous dit quelque chose, on peut être certain qu'il faut prendre le contraire de ce qu'il a dit. Bon. Alors, Le Monde, quand même, s'est posé un peu cette question du droit international sur l'attaque israélo-américaine sur l'Iran. Et ils disent que voilà, il y a quelques experts quand même qui s'interrogent sur la légalité de ce qu'ils appellent soit une agression, soit de la légitime défense, soit une frappe préventive. Ils ne s'engagent pas trop. Mais ils soulèvent un peu des questionnements pendant que Le Point, eux, font la promotion de Reza Pahlavi. Alors, ils ont une interview exclusive avec lui où il déclare qu'il faut en finir avec les mollahs. C'est effectivement un peu son intérêt puisqu'il est en exil. Il y a un article qui s'appelle « Retrouver le pays perdu » par Abnous Chalami et le sous-titre de l'article est extraordinaire. Peut-être faut-il être persan pour mesurer le baume consolateur que représente ce prince désireux d'assurer la concorde civile. On nous vend un romantisme assez incroyable. D'ailleurs, il y a même des articles People sur Reza Pahlavi. 7 choses à savoir sur Reza Pahlavi, le prétendant au trône d'Iran. Iran, qui est cette famille Pahlavi, cette dynastie qui espère revenir sur le trône? Ensemble, nous atteindrons la victoire ultime. Ça, c'est un propos de Reza Pahlavi, puisque bien sûr, c'est son intérêt à lui. Mais est-ce vraiment le nôtre? C'est une vraie question. C'est amusant, cette promotion de la monarchie. Oui, c'est curieux. Original. La monarchie, c'est très bien pour l'Iran. Bon, en vérité, tous ces bras gens ont légèrement oublié qu'une des raisons de la révolution de 1979, c'est le rejet de la monarchie iranienne, et en particulier de son alignement sur les États-Unis, de sa violence à l'égard des opposants, avec la police secrète, la SAVAK, qui faisait peur à tout le monde, etc., enfin, qui faisait plus que faire peur, d'ailleurs. Donc là, maintenant, mais c'est merveilleux. Là. Bon, la vérité, c'est que M. Pahlavi, il vit aux États-Unis, et donc c'est effectivement c'est le bon agent américain, si je puis me permettre. Je ne suis pas du tout certain. Bon, il a très certainement des soutiens en Iran, c'est possible, mais je doute qu'il ait des soutiens majoritaires. Hein, ça me paraît... Bon, mais ça fait rien, ça fait partie de... On vend l'héritier du trône. Bah oui. Alors en tout cas, ça y est, visiblement nous sommes engagés dans cette guerre parce que Emmanuel Macron a annoncé des renforts militaires au Moyen-Orient et toujours dans cette voie de communication qu'il a prise, il a fait un tweet avec une belle image du Charles de Gaulle. J'ai donné ordre au porte-avions Charles de Gaulle de faire route vers la Méditerranée. C'est une annonce très solennelle. Alors Le Monde a fait un article en titrant « Les Européens entraînés dans la guerre au Moyen-Orient malgré eux ». Ce qui est quand même une formule assez étonnante et inattendue. Et on a le général Vincent Desportes qui s'est exprimé aussi pour dire que la France était en guerre depuis le début de la matinée, il y a 2 jours. Et je vous propose qu'on l'écoute. On est dans une guerre régionale, oui, mais on est dans une guerre beaucoup plus large que ça. En fait, on doit bien comprendre que la France est en guerre depuis ce matin, puisque la France a décidé, dans une posture défensive, d'aller réduire les armes qui tirent depuis l'Iran. Ce qui veut dire de manière très concrète que nos avions vont monter en l'air et puis aller tirer leurs missiles, Scalp en particulier, en Irak. C'est-à-dire que
pour nous défendre, nous allons prendre part à cette guerre. Pour nous défendre, nous allons prendre part à cette guerre. Oui. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être en guerre malgré soi. Je veux dire, ça me paraît bizarre. Bon. Mais en fait, aujourd'hui, on voit, moi je croyais que dans la Constitution, c'était marqué que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Hein, la guerre, c'est pas un état de fait. Il y a un moment où il faut la déclarer. Envoyer des avions en l'air, comme il dit, le général, ben oui, j'espère que les avions sont en l'air plutôt qu'au sol, mais c'est quand même... l'armée française. Oui, enfin, bref, non, on a des bons avions, mais enfin bref, tout ça est quand même... On a l'impression qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent nous pousser à faire la guerre. Hein, bon. À l'instar d'Hervé Morin, qui dit que notre place, c'est d'être aux côtés des Américains et des Israéliens. Enfin, moi, dans tous ces discours, ce qui me paraît... J'ai deux interrogations, si vous voulez. La première, d'abord, on nous dit qu'il faut faire la guerre parce qu'il ne faut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Tous ces généraux semblent avoir oublié leur cours à l'école de guerre parce qu'on apprend que l'arme nucléaire, c'est une arme de souveraineté, c'est une arme qui pacifie. C'est-à-dire, pour une raison dramatique, mais réelle, c'est qu'il ne peut pas y avoir de guerre entre nations dotées de l'arme nucléaire. Sinon, c'est la destruction mutuelle, la MAD, comme on disait dans les années 60, hein, la destruction mutuelle. Bon, donc, on nous présente évidemment le fait qu'un pays accède à l'arme nucléaire comme évidemment une source de conflit. Ce qui ne s'est absolument pas passé depuis les 80 ans, les plus de 80 ans, au cours desquels, depuis la dernière utilisation de l'arme nucléaire, d'un État nucléaire contre un État non nucléaire. Or, il se trouve qu'Israël a l'arme nucléaire. Hein, bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de pays se sont dotés de l'arme nucléaire pour se protéger. Donc, s'il y a deux États nucléaires, normalement, il ne devrait pas y avoir de guerre. Hein. Donc, mais tout ça est oublié de nos plateaux télé. Nos grands experts font grand silence là-dessus. Hein. Et par ailleurs, les journalistes ne font pas trop la comparaison aussi avec la guerre en Ukraine, parce que là, pour la guerre en Ukraine, il y avait un agresseur qui a été désigné largement par la presse, c'était la Russie. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'agression pour l'Iran. Oui, non, mais c'est amusant. Non, mais vous avez raison. C'est intéressant de faire une petite comparaison. La Russie ne mène pas de guerre. Elle mène une opération militaire spéciale. Quel est le but de l'opération affiché de l'opération militaire spéciale? Il est double. Empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN pour empêcher que l'Ukraine ait des armes nucléaires à la frontière russe. Deuxièmement, changer le régime ukrainien que les Russes accusent d'être nazi. Bon, très bien. Et donc, là, on nous dit « Ah non, ça c'est pas bien, c'est une violation du droit international et donc il faut aider l'Ukraine. » Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Iran? On nous dit « Il faut empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et puis il faut changer le régime des mollahs. » Et là c'est bien. Ah, c'est curieux. La géopolitique à géométrie variable. Ça s'appelle le double standard, qui est la maladie occidentale. Et une des raisons pour lesquelles les Occidentaux, aujourd'hui, personne ne fait confiance aux Occidentaux dans le monde, c'est-à-dire pour la majorité de la population mondiale, je le rappelle, parce que nous avons des doubles standards permanents. Hein, c'est normal parce qu'on considère qu'il y a des bons et des méchants. Alors là, en tout cas, il y a des pauvres petits influenceurs, Michel, actuellement, qui sont bien embêtés et qui réclament de la part de la France des protections, des rapatriements. Mais oui, parce que les influenceurs à Dubaï, là, se sont retrouvés un peu coincés et c'était la panique. Et on a notamment Maïva Guénam qui avait fait une vidéo en disant « Mais il faut me ramener, moi je paye mes impôts !» Voilà, avec ces énormes arguments qui sont bien visibles dans le cadre de son téléphone. Mais Nabila Verhaga aussi s'est exprimée. On a également Benjamin Samat qui a demandé le rapatriement. Et ils ont été largement accusés d'hypocrisie. D'ailleurs, il y a eu une belle vague de critiques suite à leur réaction. D'ailleurs aussi parfois de la part de d'autres influenceurs, mais qui eux sont restés en France. Enfin, tout ça est un peu un événement dans l'événement. On a pour les Français quand même un petit très léger point sur les Français. Maud Bréjon a dit qu'il fallait s'attendre à une
petite hausse de quelques centimes du prix du carburant, sans trop parler du prix du gaz qui est déjà en train d'exploser. Enfin voilà, il y a des pauvres petits oubliés de la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non, bon, enfin, c'est évidemment un peu... On peut comprendre qu'effectivement, des gens qui sont à l'étranger se retrouvent bloqués dans le cadre d'opérations militaires. C'est certainement pas très drôle. Les trafics aériens est plus ou moins interrompu. Bon, le trafic maritime est devenu très dangereux. Bon, donc effectivement, ça peut se comprendre. Bon, cela étant, certains feraient bien d'être quand même un peu discrets. Quand on s'est installé à Dubaï pour ne plus payer d'impôts en France. Voilà, bon, mais bref, enfin. Un peu limite. La France est bon enfant. Place maintenant à la deuxième partie de notre dossier, à un dossier sur la dissuasion nucléaire. Le nucléaire fait grand bruit en cette période de guerre. Est-ce que c'est vraiment judicieux d'ailleurs d'avoir gardé cet agenda-là? Je ne sais pas. Toujours est-il que la doctrine nucléaire française est en plein changement et que semble-t-il notre nucléaire va s'adapter, enfin en tout cas le monde dit que c'est bienvenu, va s'adapter à l'échelle de l'Europe, que c'est le principe d'une dissuasion avancée. Voilà, c'est le terme employé et que ça ne peut que être soutenu, que c'est merveilleux. Le monde toujours l'européanisation du parapluie nucléaire français, un projet de moins en moins tabou chez beaucoup d'alliés. Les Allemands sont évidemment, selon Le Point, prêts à s'abriter sous le parapluie nucléaire français avec une belle tête de Merz un peu interrogatif tout de même sur la photo. Mais qui n'a pas l'air très souriant là. Je ne sais pas s'il est très souriant de notre parapluie, mais bon, bref. On a l'offre nucléaire d'Emmanuel Macron qui est saluée par l'Europe, selon le Figaro. Alors voilà, on offre notre nucléaire, on empêche les uns de l'obtenir et puis on l'offre à d'autres. Et je vous propose peut-être d'écouter un petit bout du discours d'Emmanuel Macron sur cette dissuasion nucléaire avancée. L'indépendance ne peut être la solitude. Dans le domaine nucléaire, cela a été reconnu par tous mes prédécesseurs sans distinction. Mais aujourd'hui, les conditions sont désormais véritablement réunies pour en tirer les conséquences concrètes. Et formuler pour notre époque ce dont le général de Gaulle avait déjà l'intuition. Je crois pouvoir affirmer que nos partenaires y sont prêts. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. En conséquence, il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux, qui restera d'appréciation souveraine pour notre pays. La France assumera donc toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. Vous imaginez 4 rafales pour dire que rien ne va changer? C'est fou, tout de même. Alors, on a Le Point qui est content parce que... C'est surtout faux. Oui. Et Le Point est quand même très content de ces déclarations de Macron parce qu'ils ont titré « La France, enfin un pays de guerre », donc pas en guerre, mais de guerre, avec cette dissuasion avancée. L'auteur de l'article, quand même, je crois qu'il faut s'arrêter un instant, s'appelle Arthur Chevalier, n'a sans doute de guerrier que le nom, mais je vous laisse juge sur la photo. On a le discours de Macron qui est bien sûr commenté dans la presse. Le Figaro dit qu'il y a une réaction très mesurée des nationalistes français. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment unanimes Michel, qu'est-ce que c'est que cette affirmation? Ce titre est extraordinaire. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps qu'on parle des nationalistes. Absolument. Pour viser, en fait, le RN. Jusqu'à présent, on disait l'extrême droite. Alors évidemment, si on avait dit l'extrême droite est d'accord avec Macron, là, ça aurait été un peu gênant. Donc, on change, on prend le mot nationaliste. Et alors, on le fait exprès. On suggère que les nationalistes, par définition, ils défendent la nation, donc ils ne peuvent pas. Bon. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'il y a des nationalistes qui sont d'accord, mais les souverainistes, eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, on voit bien que ce titre, en plus, c'est quand même extravagant comme argument.
Ça consiste à dire « Ah mais même l'opposition est d'accord, alors donc on peut y aller, quoi ». Enfin, c'est quand même un argument absolument étonnant. Hein. Je pense que tout ça n'est pas très sérieux. Et en fait, quand on lit certaines analyses, je pense aux analyses de Dupont-Aignan ou de Philippot, on s'aperçoit quand même qu'il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Parce qu'on voit bien, les médias, en fait, dans le discours du président de la République, il y a deux parties. La première partie, classique, la France, la souveraineté, c'est moi qui décide, ne vous inquiétez pas, etc. Et puis il y a la deuxième partie, ce qu'il appelle la dissuasion élargie. Alors les médias se sont surtout concentrés sur la première partie, sur le thème « circuler, il n'y a rien à voir ». Il ne faut pas vous inquiéter. D'ailleurs, les nationalistes sont d'accord. Ils ne sont pas trop contre. Bref, ils ont une réaction mesurée. Bon. Mais en vérité, on devrait se poser, si les médias faisaient leur boulot, ils devraient se poser un certain nombre de bonnes questions. Ce qui ne se pose pas. Hein. Première bonne question, pourquoi, alors même qu'on constate que les États-Unis ne veulent de moins en moins courir le risque d'un affrontement nucléaire pour défendre l'Europe, pourquoi la France serait en mesure de faire mieux qu'eux ? Alors que la superpuissance, elle, ne le fait pas, et nous, on serait capable de le faire. Bon. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ce discours contradictoire, puisque d'un côté, on nous dit « Ah non, mais vous inquiétez pas, je continuerai de décider », et en même temps, on dit « On va mettre en place une coordination stratégique avec l'Allemagne, dès le départ ». Bon, mais alors, à quoi sert cette coordination stratégique si, de toute façon, nous décidons, nous ? Les Allemands vont accepter vont accepter d'abandonner une protection américaine au prétexte qu'on leur proposerait une protection dont, de toute façon, on garderait la clé. C'est quand même assez extravagant. D'ailleurs, je rappelle que le président de la République a dit « ça ne remplace pas la protection de l'OTAN ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette dissuasion Bon, et puis en plus, quand vous écoutez M. Merz, lui, il ne parle pas de dissuasion française. Il parle de dissuasion européenne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Enfin, dernier point, on a oublié quelles sont les contreparties que le président de la République demande à nos chers, aux 8 pays qui sont prêts à répondre positivement. Je rappelle que les États-Unis, quand ils protègent un pays, il y a des intérêts derrière, ils disent « Ok, mais on vous protège, mais on vous prévient, vous achetez notre matériel ». Américains. Je rappelle que ni l'Allemagne ni la Pologne n'achètent français, ils achètent américains. La Grèce aussi achète allemand, mais elle n'achète pas beaucoup français. Donc, et ça, puis en plus, ils disent, on vous prévient, aux Nations Unies, vous votez comme nous. C'est ça, c'est comme ça marche. Quelles sont les contreparties de la grande annonce française ? On ne les connaît pas. Mais d'ailleurs, à propos de coordination européenne, ça tourne un petit peu au vinaigre parce que Donald Trump avait menacé mardi de rompre les relations commerciales avec l'Espagne après le refus de Madrid de laisser ses bases militaires être utilisées en Andalousie, être utilisées par l'armée américaine. Et c'est bien parti la dissuasion européenne du coup, vu tout ça. Écoutez, moi ce que j'aime bien, c'est les médias n'ont pas réagi au fait que Emmanuel Macron invoque les mannes du général de Gaulle. Bon. Alors moi, j'invite nos spectateurs à aller sur Internet, regarder la conférence de presse du 21 février 1966, qui est le moment où le général de Gaulle annonce le retrait de la France de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Et qu'est-ce que dit le général de Gaulle ? Il dit 3 choses dans son très court entretien. On peut le trouver sur le site de l'INA. Je vous mettrai le lien là, juste en dessous. On peut le trouver sur l'INA. Et il dit 3 choses. La première chose, c'est qu'il dit, vous savez, il ne faut pas vous faire d'illusions, compte tenu de la dissémination nucléaire, et notamment à l'époque le fait que l'Union soviétique a l'arme nucléaire, maintenant, les États-Unis n'accepteront jamais de se faire vitrifier pour protéger l'Europe. Nous y sommes. Deuxièmement, il dit, méfiez-vous des organisations supranationales, parce que, inéluctablement, on nous conduira à des guerres qui ne seront pas les nôtres. Vous voyez ce qui se passe. Et puis, troisièmement, il dit, chose que M. Macron a peut-être oubliée, il dit, compte tenu de sa nature,
extraordinairement destructrice, l'arme nucléaire, la décision nucléaire ne peut pas se partager. C'est pas possible. On ne peut pas mutualiser une décision nucléaire, ne serait-ce qu'au point de vue technologique. Aujourd'hui, les missiles vont très très vite. Ça veut dire qu'on doit décider dans les 10 minutes qui viennent. Sinon, c'est trop tard. Bon, donc, si vous voulez, cet avertissement, il a été oublié. Il a été oublié. On ne peut pas, encore une fois, le nucléaire, c'est une arme de souveraineté. On ne peut pas partager la souveraineté. On ne peut pas être à moitié enceinte, comme on disait. Hein. Ce n'est pas possible. On est souverain ou on ne l'est pas. Hein. Si on commence à dépendre de l'un ou de l'autre, ça veut dire qu'on n'est plus souverain. Et donc c'est ça l'extraordinaire faiblesse de ce concept très flou, parce qu'il ne l'a absolument pas explicité, et aucun de nos médias n'est capable de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, la dissuasion avancée, ouais. Hein. Il y avait le libéralisme avancé, il y aura la dissuasion avancée. Bon, ça augure mal de l'avenir. C'est vers la fédéralisation. Oui, c'est ça. Oui. Mais même la fédéralisation ne change pas le problème, sauf s'il y a un décideur unique. Alors c'est ce que certains pensent. Certains étudient ça. C'est la suite de la carrière d'Emmanuel Macron. Peut-être. On verra. Le pire n'est jamais sûr. Bon. Place maintenant au passif de l'information. La semaine dernière avait lieu la cérémonie des Césars et durant cette cérémonie était prévu un hommage à Brigitte Bardot qui a disparu dans l'année. C'était la 51e cérémonie et voilà, cet hommage a été sali. Et je vous propose d'écouter ce qui s'est passé justement après l'hommage à Brigitte. Des sifflets, un raciste dans la salle et on aurait pu s'en passer. Voilà, alors Le Figaro parle d'une farce prévisible et anachronique. Même Paris Match a trouvé les sifflets scandaleux, c'est pour dire. Vous avez un commentaire rapide à faire sur... Oh, je dirais les bobos qui participent à ce genre d'émissions, qui font du cinéma financé par le contribuable, hein, évidemment, insultent Brigitte Bardot, mais au travers de Brigitte Bardot, ils insultent l'âge d'or du cinéma français, tout simplement. Hein. Mais eux, ils sont plus capables de faire ça. Produire, hein. Ils insultent une personne qui a fait, je sais pas, 45 films, etc., qui a été aussi une chanteuse. Bon, on peut penser tout ce qu'on veut. Mais enfin, c'est ça qu'ils sont en train de... Ils oublient. La révolution dévore toujours ses enfants. Tous ces gens qui se prétendent progressistes oublient qu'à l'époque, elle était visible. C'était une icône du progressisme. C'était une icône de la libération de la femme. La nouvelle vague, c'était une nouvelle manière de faire du cinéma. Il y a des tas de gens extraordinaires, les Truffaut, etc. Bon, maintenant, c'est pas bien pour les... parce qu'effectivement, Brigitte Bardot, elle n'avait pas sa langue dans sa poche et elle tenait effectivement des positions politiquement incorrectes. Et donc, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas le talent. Ce qui compte, c'est la conformité idéologique. C'est ça. Les sifflements, c'est ça. Hein. Ah, mon Dieu, elle n'était pas favorable à l'islamisation. Ah, mon Dieu, elle critiquait Emmanuel Macron. Ah, mon Dieu, elle a même critiqué les féministes. Vous voyez ? Bon, donc c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, on a eu aussi une petite explication de comment fonctionnait le cinéma français par la présidente de cette cérémonie, Camille Cotin. Je vous propose qu'on écoute quelques secondes de cette explication. En France, on a un système de financement unique au monde. Aux côtés des diffuseurs, il y a le CNC, le Centre national du cinéma. Et c'est grâce à lui, en partie, qu'on a cette incroyable variété de films. Alors, vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous regardez ce soir, mais quand vous allez au cinéma, quand vous achetez un ticket de cinéma, vous financez de futurs films français. Vous devenez acteur de la création. Et quand vous allez voir Dune, eh bien, vous financez l'histoire de Souleymane. Ce modèle, c'est l'une de nos fiertés nationales, comme la gastronomie, la mode et la sécurité sociale. Alors, ils sont tous en train d'applaudir, évidemment. Oui, alors moi, je suis désolé, je préfère Dune
à l'histoire de Souleymane. Moi aussi. Bon, bref. J'ai mieux aimé regarder. On rappelle, l'histoire de Souleymane, quand même, c'est un thriller à couper le souffle, nous dit Télérama, dans la peau d'un livreur sans papier. C'est un film qui est sorti en 2024, qui se met dans la peau d'un Guinéen qui va mentir pour obtenir des papiers. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces canaux de financement sont détournés pour promouvoir des nanars politiquement corrects qui n'intéressent personne. En fait, en vérité, personne n'y va. Enfin bon, bref, sauf les bobos. Film toujours, L'Abandon, un film qui va sortir, et l'annonce a été faite juste après le procès en appel de l'affaire Samuel Paty, parce que c'est un film qui va revenir sur les 11 jours précédant la décapitation de Samuel Paty. On rappelle quand même que ce choix est un peu étonnant parce que le verdict du procès a produit une réduction de peine pour 2 des intéressés dans cette affaire, c'est-à-dire Epsirkanov et Boudaoud, qui sont passés de 16 ans de prison à respectivement 6 et 7 ans de prison, puisque la justice a retiré de l'association de malfaiteurs terroristes préalablement retenue. Elle a retenu l'association de malfaiteurs terroristes, elle a retenu le terrorisme. Donc ils étaient juste en association de malfaiteurs. Ils ont juste transporté le tueur de Samuel Paty dans leur camionnette. C'est un timing qui interroge tout de même. C'est prodigieux de honte, en fait. Bon, moi, je trouve ça assez indécent de faire un film sur ce genre de massacre. Enfin, je veux dire, c'est ça la création culturelle française, c'est ça ? Un point sur la commission d'enquête parlementaire. Mi-avril, le rapport de la commission d'enquête parlementaire aura enfin ses conclusions. Il semblerait qu'actuellement, ce rapport soit menacé d'être enterré et effacé, puisqu'il y aura un débat en salle close avec tous les membres de la commission, qui sont au nombre de 31, qui devront se prononcer sur l'opportunité de la publication. La transparence, c'est pas toujours facile. Ça risque de nous échapper. C'est très dommage parce que si jamais il était voté positivement, puis ensuite à l'Assemblée, parce qu'il y a 2 étapes, on aurait enfin accès à des chiffres intéressants, comme le salaire de Madame Lucet, le salaire complet, le salaire aussi de productrice et réalisatrice de Madame Salamé, etc., etc. Oui, avec notre argent. Oui, non, mais attention, le problème, c'est que la commission d'enquête, le problème, c'est quelle conclusion on en tire. Un point sur Libération maintenant, qui campe dans son rôle d'arbitre et de juge avec quelques exemples éparses, vous allez voir. Pierre Plotu a réussi à produire un article pour Libération 72 heures après le dépôt des listes. Et ils ont identifié, nous annonce-t-il, une centaine de brebis galeuses en lice pour le Rassemblement national au municipal. Alors voilà, on a vraiment des gens qui sont payés, d'ailleurs Libération c'est sous subvention publique aussi, qui sont donc financés pour éplucher toutes les listes déposées par le Front National et vérifier s'ils ne sont ni racistes, ni homophobes, ni complotistes, ni... Oui, parce que les complotistes aussi rentrent dans les brebis galeuses du Rassemblement national. Non mais je dirais la chasse à la brebis, c'est un sport pas trop dangereux. Oui, c'est pas trop... voilà. La chasse aux brebis sur les listes et les filles, là, ça doit être plus intéressant. Mais là, je ne sais pas si M. Plotu a travaillé là-dessus. Il y en a quelques-uns pourtant, oui, effectivement. Bon. Logim aussi nous fait la mention de Nicolas Massol, qui sur Twitter a réussi à se vanter d'avoir mis au chômage le militant identitaire Raphaël Emma, qui était en effet assistant parlementaire du Rassemblement national avant qu'un article de Libération ne fasse tomber le coup près pour lui. Et puis, un dernier point sur Libération. Sauf si vous avez une remarque à faire sur M. Massol. C'est pas nouveau. L'utilisation de la presse comme moyen de faire des listes de suspects, c'est pas nouveau du tout. Rappelons à la Libération, beaucoup de gens apprenaient qu'ils étaient rentrés dans la liste des personnes épurables parce que leur nom figurait dans un article de l'Humanité. Je veux dire, c'est pas nouveau cette procédure. C'est simplement
on voit que là, c'est pas du journalisme, c'est du flicage. C'est différent. Mais les journalistes, certains journalistes se comportent comme des policiers, ça c'est clair, on le voit bien. En lien avec eux d'ailleurs bien souvent. Et enfin, un dernier point sur l'affaire Crépol, dont Libération reparle, parce qu'il y a eu une mise en demeure de l'Arcom pour CNews, pour un traitement univoque qui a été... ça a déclenché une saisine donc, de Reporters sans frontières, parce que lors du traitement sur l'affaire Crépol, les intervenants ont systématiquement soutenu de manière péremptoire, je cite, qu'il s'agissait d'un meurtre raciste. Et donc là, ça posait un vrai problème à l'Arcom. Donc Libération, évidemment, nous a pondu son habituel article en partenariat avec l'AFP. Cette fois-ci, ça a été repris partout. Oui, enfin, il y a, je dirais, deux choses sur l'Arcom qui, une nouvelle fois, on voit bien sa vision des choses. Et on voit bien que c'est un instrument destiné à censurer. Alors, il y a le terme de traitement univoque, parce que ça revient à dire qu'il n'y a pas, on n'a pas le droit d'affirmer quelque chose. Alors, ils disent oui parce que la procédure judiciaire est en cours, donc on n'a pas le droit de dire les choses. Ça veut dire que pour l'Arcom, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des points de vue. Et si on dit qu'il fait chaud, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il fait froid. Enfin non, parce qu'il y a le réchauffement climatique, donc c'est le contraire. Ça, on n'a pas le droit. Si quelqu'un dit qu'il fait froid, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il fait chaud. Bon, ça c'est cette manière assez curieuse de concevoir l'information. Ce n'est qu'une question de point de vue, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Donc c'est une question de point de vue. Puis alors, derrière ça, le vrai sujet, c'est la notion de racisme anti-blanc. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on fasse avancer ce concept. Et on nous dit on va attendre la justice, mais on sait que pour la justice, le racisme anti-blanc n'existe pas quasiment. Ça n'existe pas, puisqu'on part du principe que le racisme, c'est forcément un comportement majoritaire, et donc que les minorités ne peuvent pas être racistes par définition parce qu'elles sont minorités. Donc les racistes, c'est forcément des Français. Et donc il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Je rappelle le livre de François Bousquet, le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Eh bien c'est ça, on y est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire avancer ce concept. Mais on n'a pas le droit non plus de faire avancer d'autres concepts. C'est ça, le gendarme de l'audiovisuel, c'est ça qu'il vise en fait dans cette affaire. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, il est temps de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire juste en dessous. Certains n'écrivent que référencement et c'est parfaitement suffisant pour l'algorithme de YouTube. Je vous lis. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. On ne se quitte pas sans le portrait piquant qui est consacré assez fortuitement à Pierre Plotu de Libération, puisque... il fait des articles et bien nous, on s'intéresse à sa personnalité. Merci à tous, à très vite sur TV Liberté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un journalisme d'un type très particulier. Le journalisme de délation. Délation, dit le lettré, je cite, « Dénonciation, mais toujours en mauvaise part ». Le journaliste de délation, spécialité en plein développement, n'est pas là pour informer. Il est là comme un inspecteur de police intellectuelle, un magistrat moral, à la fois détective privé, flic et juge. Il recherche les contrevenants au désordre établi libéral-libertaire. Le contrevenant, le coupable, sera épinglé, dénoncé à son employeur ou à son école. Ce qui est recherché, c'est, si possible, la mort sociale du coupable ou, à minima, qu'il soit frappé d'un sceau infamant et qu'il ne puisse pas se réclamer d'une parole légitime. Nous avions un grand choix de candidats pour ce portrait. La quasi-totalité de Check News de Libération, nous avons pris un petit poisson. Non pour ses nageoires encore fragiles, mais parce qu'il représente un archétype intéressant d'une certaine typologie de jeunes journalistes. Il s'agit du très peu connu Pierre Plotu de Libération. Un parcours et un environnement qui ont valeur de démonstration. Pierre Plotu, que j'appellerai familièrement Pépé, obtient une licence de journalisme en alternance dans une petite école privée.
Parcours professionnel, il effectue son stage de fin d'études au Courrier de Mantes, l'hebdomadaire de sa ville natale. En juin 2013, il rentre chez François, où il est journaliste multitâche. Chef de service en 2016, il se spécialise dans le journalisme politique avec un tropisme pour l'extrême droite au sens large. C'est à cette période que Xavier Azalbert reprend le contrôle du journal. Des dissensions surviennent, avec une grève en août 2019. La direction licencie l'intégralité de la rédaction pour motifs économiques. Il est tout de suite récupéré par Libération à partir de janvier 2020. Il contribue aussi à un petit média libéral libertaire Street Press et intervient parfois sur Slate. À compter de cette date, il se consacre entièrement à la cartographie des mouvements dits d'extrême droite et à leur dangerosité. La stratégie, c'est de mettre en exergue un pendant à l'extrémisme islamiste. En l'espèce, un suprémacisme blanc, quitte à exagérer son influence, réalisant la classique symétrie des fausses fenêtres. Pour quelques mois en 2022, Pépé est le principal contributeur de l'Observatoire de l'influence des radicalités en ligne du journal. Ce portrait d'un poisson minuscule n'aurait pas d'intérêt en soi. Mais il est un concentré de ce que produisent une partie des écoles de journalisme. Certains pensent qu'il ne faut pas leur parler ou les recevoir. Je suis persuadé du contraire. Mais ils doivent alors venir en uniforme de policier, avec casquette et insigne, simplement pour être fidèles à leur fonction et au fond à leur vocation.